Herztöne, battement de cœur, le podcast de la Fédération suisse des sages-femmes. Cet épisode est réalisé avec le soutien de Nutricia. Ce que j'ai pu constater à plusieurs reprises par rapport à la complémentarité de travailler avec une sage-femme. Milena Lesquereux, infirmière en psychiatrie. C'est que nous, quand une future maman est hospitalisée, on va automatiquement d'emblée, elle va nous percevoir comme des soignants qui vont se focaliser sur la partie souffrante. Au contraire d'Aurélie qui, elle, va se focaliser sur la partie saine, entre guillemets. Et ça, c'est quelque chose qui, pour la patiente, est très aidant et parce que moi, je le ressens comme si la sage-femme va la relier va la mettre quand même en avant par rapport à toutes les autres femmes. Elle n'est plus une patiente, elle est certes une patiente, mais à ce moment-là, elle est seulement la future mère. Milena Lesquereux est infirmière en psychiatrie aux hôpitaux universitaires de Genève. Elle travaille dans l'unité mère-bébé, qui accueille des femmes hospitalisées pendant leur grossesse ou le postpartum, et qui traverse une période de profonde souffrance psychique. On parle là de troubles psychiatriques, d'addiction ou de dépression périnatale, par exemple. Et pour le suivi de la grossesse de ses futures mères, Aurélie Delouane, qui est sage-femme spécialiste clinique, intervient régulièrement dans cette unité. Je suis Jeanne Rey, et je rencontre aujourd'hui Milena et Aurélie dans la grande salle de colloque du service de lit médico-psychiatrique où se trouve l'unité mère-bébé. Côte à côte, l'infirmière et la sage-femme témoignent dans cet épisode de la richesse de leur travail auprès de ces familles qui ne vont pas toujours de soi. Milena, bonjour. Est-ce que tu veux bien te présenter ? Bonjour, voilà, donc infirmière en soins généraux. Je travaille depuis plus de 30 ans au Hugues et depuis plus de 20 ans dans le service des lits médico-psychiatriques. Alors c'est un service qui est à ma connaissance unique, en tout cas en Europe, je crois. Ça a été créé fin 1999 sur mandat de l'OMS, qui voulait offrir un lieu de soins pour que les patients dits psychiatriques puissent bénéficier de soins somatiques de la même qualité que les patients dits non psychiatriques. Et c'est dans ce contexte, en fait, que le programme mère-bébé a été créé, parce que jusqu'alors, une patiente future mère qui était décompensée au niveau psychiatrique était hospitalisée à la clinique psychiatrique de Bellidé, ce qui rendait absolument impossible de créer un lien ou de maintenir le lien avec son nouveau-né. Donc c'est la raison pour laquelle le programme mère-bébé est venu rejoindre cette double responsabilité finalement au niveau des soins. Et alors Aurélie, toi tu es sage-femme, qu'est-ce qui t'amène à travailler régulièrement dans ce service ? Alors moi je suis sage-femme spécialiste clinique depuis 3 ans maintenant au HUG. L'avantage de mon poste c'est que je suis transversale, donc je peux intervenir n'importe où dans l'institution, que ça soit donc en psychiatrie, parfois en oncologie, en chirurgie, aux soins intensifs. Mais c'est vrai que j'interviens plus particulièrement au LMP auprès des équipes et des patientes enceintes ou en postpartum. Le LMP c'est ? Le lit médico-psychiatrique. Et c'est vrai que le poste que j'ai actuellement, je remplace une collègue qui est partie à la retraite et qui est à l'origine de ce programme et qui était sage-femme. Donc je ne fais que poursuivre tout ce qu'elle a créé. Et quand j'ai pris le poste, en fait, je ne m'attendais pas à prendre cette activité-là. Et au fur et à mesure où j'ai été appelée par les équipes, par les patientes, je me suis rendu compte de vraiment l'intérêt d'avoir une sage-femme pour expliquer la physiologie, la pathologie en lien avec la grossesse et de voir s'il y a un impact sur l'aspect psychique de la patiente ou si c'est vraiment la pathologie psychiatrique qui est bien présente. Qui sont les patientes que vous recevez et dans quelle période de leur vie, qui nécessitent donc l'intervention d'une sage-femme, mais est-ce qu'on peut décrire un petit peu ce qu'elles traversent, ces patientes ?
Alors, on dira que les patientes qui sont admises, elles le sont soit de manière volontaire, parce qu'elles se rendent compte qu'elles ont besoin d'aide, soit alors elles seront hospitalisées de manière contrainte, soit par un médecin, soit par le tribunal de protection de l'adulte. Et c'est des patientes vraiment de toute pathologie psychiatrique. Ça peut donc être un état dépressif préexistant ou alors du postpartum. Ça peut être des problèmes de dépendance, des problèmes de troubles de l'humeur, des souffrances liées à la schizophrénie. C'est vrai que c'est sans limite, les problèmes aussi inhérents à la société, les violences, l'immigration, la psychose du postpartum aussi, bien sûr. Plus précisément, qu'est-ce qui les amène dans le service ? Est-ce que c'est une période de leur vie où elles décompensent, ou alors où il y a des nouveaux symptômes qui apparaissent ? Qu'est-ce qui les amène là ? Pourquoi elles viennent chez vous ? C'est qu'il y a tellement de manifestations différentes. On va avoir la dame qui arrive parce qu'elle est alcoolisée. Et on découvre au fur et à mesure qu'elle a un trouble psychique. Ça peut être la femme qui a une addiction aussi, qui veut vraiment se sevrer ou en tout cas diminuer son addiction par protection pour cet enfant. Et puis il y a ces femmes qui sont en crise liées à leur trouble bipolaire ou à la schizophrénie avec des hallucinations assez importante. On peut différencier la pathologie préexistante à l'épisode donc de la maternité et l'épisode de la maternité lui-même qui va mettre en exergue justement une vulnérabilité psychique qui était peut-être latente, mais qui était pas du tout au grand jour et qui permettait à la personne de fonctionner normalement jusque-là, jusqu'au jour où la grossesse est en cours ou annoncée. Disons, le but d'hospitaliser ces femmes, c'est de pouvoir, malgré la souffrance psychique qui existe à ce moment-là, c'est de pouvoir mener à bien la grossesse ou alors aussi éventuellement, il faut le mentionner, l'interruption de grossesse. Et l'accouchement et toute la période du postpartum. C'est des grossesses qui sont souvent considérées complexes ou à risque parce qu'il y a un trouble psychiatrique, sauf qu'on oublie que la grossesse peut être tout à fait physiologique et très bien se passer et que c'est vraiment le psychique qui va être difficile à gérer. Donc l'un de mes rôles, entre autres, c'est de voir si le traitement est compatible ou pas avec la grossesse ou l'allaitement, et puis parfois d'encourager par exemple un allaitement ou de conseiller d'arrêter un allaitement et de trouver d'autres stratégies pour favoriser le lien d'attachement et le lien entre cette mère et ce bébé. Ton rôle de sage-femme, quel est-il auprès de ces femmes ? Alors, il est de les soutenir en fait dans cette grossesse qui peut être physiologique, de les aider à accepter aussi les changements physiques qu'elles peuvent avoir, les changements psychiques qui sont liés vraiment à cette grossesse, les moments de fatigue, les moments un peu d'humeur qui baisse et qui remonte. Enfin voilà, on essaye de leur faire comprendre le mécanisme qui se passe dans cette grossesse qui est physiologique, et puis c'est de commencer à créer le lien aussi, parce que des fois elles ont du mal à comprendre ce qu'elles ressentent, parce que comme toute femme en fait les premiers mouvements du bébé on sait pas trop ce que c'est, donc c'est de leur expliquer que voilà, quand elles sentent des petites bulles, ça peut être le bébé qui bouge, les faire sentir, leur mettre la main sur le ventre, voilà, j'essaye de créer ce lien d'attachement en prénatal et de vraiment l'accentuer en postpartum en créant ce lien avec l'allaitement, avec le pot à pot quand c'est possible et quand le bébé est présent dans le service. Ce que j'ai pu constater à plusieurs reprises par rapport à la complémentarité de travailler avec une sage-femme, c'est que nous, quand une future maman est hospitalisée, on va automatiquement d'emblée, elle va nous percevoir comme des soignants qui vont se focaliser sur la partie souffrante. Au contraire d'Aurélie qui, elle, va se focaliser sur la partie saine, entre guillemets. Et ça, c'est quelque chose qui, pour la patiente, est très aidant et, en fait, parce que moi, je le ressens comme si la sage-femme va la relier va la mettre quand même en avant par rapport à toutes les autres femmes. Elle n'est plus une patiente, elle est certes une patiente, mais à ce moment-là, elle est seulement la future mère, qui va bientôt accoucher, par exemple. Donc c'est vrai que c'est une grande chance, cette complémentarité.
Et Milena, ton rôle à toi, du coup, auprès de ces femmes, quel est-il ? Alors, je dirais, il est d'évaluer la possibilité déjà de créer un lien par rapport à la souffrance psychique qui est en cours, de créer le lien, de le maintenir, de aussi peut-être de voir les représentations que la maman a de son bébé, si c'est des représentations positives ou négatives. Et c'est chaque fois un rôle c'est pas une mère pour aider à être mère, mais c'est un petit peu ça quand même. C'est-à-dire que on essaye de lui restituer aussi tout ce qu'on observe, les signaux qu'on observe chez le bébé, qui commence à la reconnaître comme mère. Et elle, on l'aide à entretenir ce lien, de s'ajuster aussi aux besoins du bébé, de les percevoir des fois simplement. Et aussi, on est là aussi pour que la patiente puisse verbaliser ou puisse être authentique autant que possible dans son rejet de cette maternité. Malheureusement, ça arrive aussi, c'est une chose qu'on doit accepter, on doit faire le deuil de ce qu'on voudrait de la mère parfaite. Ça, c'est vraiment une constance en tout cas. Une autre fonction ou action que j'ai auprès de la patiente, c'est tout ce qui est cours de préparation à naissance. Donc en fait, je propose vraiment un suivi individualisé. Elles ont cette chance-là. Et j'essaye de m'adapter au maximum à ce qu'elles ressentent à ce moment-là. Je peux donner par exemple... j'ai un exemple d'une patiente qui avait très très peur d'aller en salle d'accouchement, très très peur juste de se rapprocher de la maternité. Et tous les jours, j'y allais en lui proposant d'aller visiter. Et tous les jours, j'avais un nom. Enfin, il fallait toujours jongler sur les moments d'humeur pour pouvoir réussir à la faire voir au moins une salle d'accouchement, parce qu'elle avait des idées sur cette salle qui étaient très angoissantes. J'aurais été aussi angoissée quand je l'entendais. Et en fait, à un moment donné, on a réussi petit à petit à aller jusqu'à cette salle d'accouchement. Et puis, j'ai pu lui montrer ce qu'elle pourrait faire, ce qui était accessible. Et à ce moment-là, on parle aussi de tout ce qui est en lien avec l'accouchement, donc la péridurale, comment ça fonctionne, et de les rassurer au maximum pour qu'elles arrivent le plus détendues possible aussi en salle d'accouchement. Ça t'arrive aussi d'être présente pendant les accouchements ? Alors, ça m'arrive d'accompagner la patiente. C'est vrai que la dernière qu'on a eue, la patiente a rompu en fait dans le service, et donc je suis arrivée et j'ai vu ça. Donc j'ai organisé le transfert avec Milena. Donc ça permet à la patiente en fait de passer le relais au niveau de l'équipe et de voir qu'il y a une cohérence entre nous et l'équipe de la salle d'accouchement, de rassurer aussi les sages-femmes. Et alors je suis pas restée jusqu'à présent parce que c'est compliqué de se libérer pendant un certain temps. Donc en général, l'équipe ici dans le lit médico-psychiatrique, on anticipe un peu les choses en se disant il y a des personnes un peu de référence ou de garde qui vont accompagner la patiente pendant l'horaire. C'est vraiment bénéfique, je pense, pour tout le monde, parce que la patiente est rassurée d'être avec quelqu'un qu'elle a connu pendant tout son séjour. L'équipe est rassurée d'avoir une infirmière qui maîtrise aussi le sujet de la santé mentale. Et je pense que en général, les retours qu'on a, c'est quand même de chouettes accouchements, quoi. Que ça soit de la part de la patiente, les retours, ou de l'équipe, quoi. Oui, alors c'est quelque chose que moi j'ai beaucoup encouragé dès le début. J'ai eu la chance d'être formée notamment par Madame Molena. Alors on va préciser qui est Madame Molena, qui est effectivement une personne importante en périnatalité. Voilà, c'est une pédopsychiatre française qui est venue plusieurs années en Suisse, en tout cas pour nous faire bénéficier de ses connaissances et elle a écrit aussi, et elle a un regard très très bienveillant, et c'est elle qui m'a rendue attentive à l'importance en fait de travailler en réseau. C'est quelque chose de capital pour ces situations. C'est-à-dire qu'elle avait cette image de dire on travaille ensemble, chaque professionnel reste à sa place, mais c'est les places qui bougent. Et de cette manière,
la personne qui a besoin de soins, elle se retrouve comme dans une enveloppe humaine autour d'elle, et c'est quelque chose de très très sécurisant et très contenant. Et je pense que ça joue un rôle dans les accouchements auxquels j'ai pu assister, et surtout que en général on les accompagne, c'est jamais au détriment de proches, c'est des personnes qui sinon seraient seules avec les sages-femmes pour mener à bien leur accouchement. Donc ce que j'ai eu la chance de pouvoir observer, c'est que justement dans ce moment où tous les sens sont exacerbés, le psychisme est complètement ouvert. Pour moi, on est dans une crise de maturation. La crise de maturation la plus importante pour la femme, je pense c'est la crise qui touche à tous les niveaux, individuels, couple, famille, sociétal. Il y a énormément de deuil à faire en même temps. C'est quelque chose dont on parle très peu aussi. Donc c'est vrai que c'est ce chamboulement, on ne s'attend pas à ce que ces patientes puissent mener à bien un accouchement de manière tout à fait adéquate, en supportant les douleurs d'une première naissance, sans aucune antalgie, en étant collaborante avec les équipes, en menant à bien pendant 24 heures d'affilée, en ne se plaignant pas, en étant tout à fait vraiment en montrant des compétences dont personne n'aurait osé imaginer la présence. Et c'est vrai que plusieurs fois, ça a suscité l'admiration des collègues sages-femmes en salle d'accouchement. J'ai envie de rajouter que de toutes les situations qu'on a eues, alors il y a le moment de l'accouchement où elles sont vraiment recentrées sur ce qui se passe et en lien avec le bébé. J'en ai pour l'instant pas vu qui était complètement déconnecté au moment de l'accouchement. Il se passe quelque chose où vraiment elles se recentrent, elles gèrent leur douleur, quand il faut pousser, elles poussent, elles sont pas en décalage avec les besoins à ce moment-là. Mais j'ai envie de rajouter aussi que pendant la grossesse, elles sont toutes malgré tout en lien avec le bébé, c'est-à-dire que si elles ont un moment de crise, si elles ont pris des substances ou autres, elles vont aller consulter aux urgences pour voir comment va leur bébé. C'est très rare qu'elles ne le fassent pas, et donc il y a quand même quelque chose qui reste présent en elles en disant mais j'ai un être vivant dans mon ventre et il faut que je m'en occupe. Ça commence dès la conception en fait, dès qu'elles savent qu'elles sont enceintes, elles font attention. Et alors, une fois que le bébé est né, par quoi passe le travail que vous faites, vous deux, pour soutenir la création du lien entre les mères et leur bébé ? Alors, dans un premier temps, en général, c'est vrai que ces situations, il n'y a pas de protocole préétabli, sauf un principe qui est celui donc d'observer la maman 48 heures avant le contact avec l'enfant. Que l'enfant soit au domicile, nouveau-né au domicile ou en pédiatrie, ceci pour des raisons de sécurité aussi, surtout du bébé et de la maman. Donc on respecte quand même ce petit laps de temps d'observation et après on va donc au contact et en général c'est un contact qui va se faire de manière progressive. En général on commence par une visite d'une demi-heure, 1 heure, gentiment on augmente le temps et après la question se pose toujours, certaines mamans refusent que leur bébé rejoigne le service des lits médico-psychiatriques. C'est vrai qu'il y a une clientèle qui est très très diversifiée, donc qui s'apparente pas du tout à un contexte de périnatalité au niveau architectural et autres. Donc certaines fois le bébé reste en pédiatrie et on continue les visites 1 à 2 fois par jour. Dans un premier temps, ça peut se prolonger en surveillance constante, mais surveillance et guidance, je dirais, constante. C'est-à-dire que vraiment, on est là, on est un peu le trait d'union entre ce que le bébé communique avec ses compétences, qu'il a dès la naissance d'ailleurs, pour rentrer en lien, et la maman de là où elle en est, ce qu'elle ressent, ce qu'elle vit. Et c'est quelque chose qui se construit jour après jour. Après, on reprend, une fois dans le service, comment elle a vécu tout ça, on fait des entretiens.
On travaille avec les pédopsychiatres aussi, ça c'est très important, qui viennent bien sûr évaluer les compétences maternelles, la qualité du lien, les interactions précoces, voilà, la capacité aussi pour la mère de se rendre compte que son bébé a un monde intérieur. Des fois, la souffrance psychique empêche d'aller à la rencontre vraiment du monde intérieur de l'autre. Donc voilà, c'est un rôle qui est très vaste, je dirais. Alors, pour reprendre ce que Milena disait, c'est vrai que le bébé est séparé de sa mère pendant les 48 premières heures, mais c'est vrai qu'en tant que sage-femme, on a quand même à cœur d'assurer une période de peau à peau pendant le postpartum immédiat. Donc il faut pas imaginer que la dame accouche et qu'on prend le bébé et qu'on le met ailleurs. On lui laisse quand même un temps de connaître, de découvrir ce bébé, de faire du pot à pot. Et quand le postpartum immédiat se termine, ce qui est fait à peu près 2 heures, que la suture est faite s'il y en avait besoin d'une, à ce moment-là, on va faire cette séparation. Et pendant les 48 heures, il n'y a pas de contact physique, mais on essaie quand même déjà de créer ce lien. Donc on va faire des photos, on va lui parler beaucoup de son bébé, de lui dire voilà comment ça se passe. En fait, on crée un lien aussi avec l'unité de développement ou la pédiatrie, de voir comment évolue ce bébé pour le décrire à la maman et ne pas couper le lien, on va dire psychique, symbolique plus que le physique. Voilà. Ce que vous décrivez, on imagine que ça prend du temps. Oui. C'est des prises en charge qui effectivement sont très chronophages parce qu'il y a la maman, il y a le bébé et il y a la relation. Et aussi les gestes de puériculture, on essaye vraiment de les soutenir quand le bébé est hospitalisé aussi dans le service. Donc c'est très très chronophage avec ses émotions, avec la gestion de la sécurité du bébé autant psychique que physique est quelque chose de vraiment de très très important. On peut pas le mettre de côté non plus. Donc pour toutes ces raisons, c'est très chronophage. Quelle est la suite de ce travail alors après la naissance du bébé? Quelle est la suite du travail avec par exemple la famille, s'il y a une famille, s'il y a un entourage ou le réseau dehors? Comment ces situations évoluent-elles? Alors de nouveau, chaque situation est tellement singulière, donc on peut pas généraliser. Mais disons le travail, il aura lieu effectivement en réseau, avec les proches, avec le réseau familial s'il y en a un. Et c'est un travail qui va, se co-construire avec toutes les disciplines, c'est-à-dire par rapport à est-ce qu'on peut rapprocher la maman et ce bébé définitivement ou pas, de quel type de soutien après la maman ou les parents auront besoin à l'extérieur, est-ce qu'il y a nécessité d'aller jusqu'à une séparation définitive de l'autorité parentale et de placer l'enfant. C'est très très vaste, mais c'est tout un chemin qui va permettre d'élaborer le projet. C'est pas parce qu'un enfant est placé, il peut l'être aussi de manière transitoire. Ça, c'est important de le relever. Donc, c'est quelque chose qu'on essaye d'emblée par rapport au soutien de la protection des mineurs ou un signalement à la protection des mineurs pour risque de mise en danger de l'enfant. On essaye toujours de faire comprendre à la maman que c'est pas seulement, que c'est surtout en premier lieu un soutien que la protection des mineurs veut apporter à cette famille, en fait. Et alors aujourd'hui, tel que les soins sont organisés ou le suivi est organisé, d'après vous deux, d'après votre expérience, de quoi ont besoin ces mères et ces bébés? Alors je dirais, tout à l'heure tu as parlé du temps. Alors voilà, maintenant c'est devenu le luxe suprême, c'est le temps. Le rapport au temps, je crois que vraiment, malheureusement, j'ai vu bien diminuer les moyens qu'on a mis en œuvre pour ces prises en charge. Nous disposions avant de beaucoup plus de temps pour créer le lien, pour observer, pour évaluer la capacité de la mère de prendre en charge ou non son enfant. On avait également plus de temps à disposition pour travailler en réseau, pour se soutenir les uns les autres, pour partager nos observations. Et je pense que le projet était
au niveau éthique, était beaucoup plus affiné. C'est-à-dire que vraiment, c'est peut-être pas parfait, mais on allait au plus près de ce qui était la défense de l'intérêt supérieur de l'enfant. Maintenant, pour des raisons politiques, les décisions ont été prises de rentabiliser les hôpitaux universitaires et de ce fait, les décisions donc d'hospitalisation pour ces enfants qui étaient en bonne forme somatique, mais qui répondaient au programme Mère-Bébé ici. Ces hospitalisations ont été drastiquement diminuées en termes de séjour. Tu parles des hospitalisations qu'on appelle sociales, c'est ça ? C'est ça. Elles ont même été interdites dernièrement par le Grand Conseil à Genève, je crois, suite à une votation, ce qui est vraiment très dommageable pour ces situations. Et je dois dire que, avec le recul, je comprends pas qu'on puisse prendre des décisions pareilles, sachant que les familles d'accueil se sont réduites comme peau de chagrin. Et c'est vrai que bien sûr que ces hospitalisations coûtent cher, entre guillemets, en termes de budget pour la société, mais je pense qu'on n'a jamais pris le temps de calculer en fait le crédit que ça rapporte à moyen et long terme, que ce soit pour le bébé devenu une fois adulte, que ce soit une fois qu'il est citoyen à part entière et même pour la société entière. Je pense que on est vraiment dans de la prévention qui a un coût, mais dont on n'a jamais calculé les bénéfices de cette prévention. Et ça, c'est quelque chose qui m'attriste profondément. Et donc, les décisions, à mon avis, sont prises de manière beaucoup trop rapide et on peut pas dire en toute connaissance de cause. Elles répondent aussi à des stigmatisations de part et d'autre, avec des préjugés. C'est vrai que ça demande du temps de devenir mère. On ne devient pas mère quand on accouche. C'est vrai qu'on pourrait penser a priori que maternité et psychiatrie ne sont pas forcément compatibles. Comment tu considères ton rôle, toi, vis-à-vis des soignants ou de l'entourage ou même de la société, de façon plus générale, qui aurait une certaine méfiance vis-à-vis de ces mamans-là, Aurélie? J'essaye de rassurer déjà par rapport aux gens qui sont en contact avec ces patientes. Et il y a vraiment un rôle de défense un peu de leur place de mère. En fait, si on regarde tout l'historique, dans le temps, ces femmes-là, elles avaient un moyen de contraception, donc on les voyait pas en fait parce qu'elles n'avaient pas le droit d'être enceintes. Et puis bon, tout ça a été modifié et c'est vrai que maintenant on en voit de plus en plus qui sont autorisées enfin c'est même pas le bon terme, c'est elles peuvent être enceintes et devenir mères. C'est pas toujours l'idéal dans le sens où il faudrait qu'elles soient suivies et accompagnées dans leur projet de naissance et on va dire que la majorité du temps ça arrive un peu par hasard comme ça, donc c'est ça qui met aussi en difficulté ce suivi de grossesse et cette communication avec les équipes, c'est que elles arrivent, elles savent pas forcément qu'elles sont enceintes ou elles sont enceintes, elles savent pas si elles veulent garder ou pas, et il y a vraiment tout ce rôle de la sage-femme mais beaucoup des infirmières de les positionner, de leur permettre d'avoir un choix et de défendre ce choix auprès des équipes qui souvent préféreraient presque que la grossesse s'arrête que de les aider à amener la grossesse jusqu'au bout et de les accompagner en tant que future mère. On n'est jamais assez expert en fait. Chaque situation nous apporte toujours des nouveaux éléments, nous force à revisiter notre propre vécu, parce que c'est vrai que si on veut pouvoir autant que possible soutenir ces patientes et leurs bébés, il faut absolument toujours être très vigilant sur qu'est-ce que me fait vivre en termes de ressenti émotionnel ces situations. C'est des situations qui sont tellement lourdes au niveau émotionnel pour les équipes. Souvent, elles provoquent des clivages, elles provoquent des discussions, des supervisions, et on peut pas, c'est tout à fait attendu. Mais du coup, toujours faire le tri entre ce qui appartient à notre propre enfance, notre propre parentalité,
et ce qui appartient à la patiente pour qu'en fait on aide la patiente à créer son projet à elle et que nous-mêmes on vienne le moins possible polluer, si j'ose dire. Voilà. En fait, c'est des grossesses qui sont vraiment uniques et il faut s'adapter à ce que la femme nous transmet comme information, que ça soit orale, physique, dans tout ce qu'elle nous dit. Donc, c'est vraiment un moment, alors comme disait Milena, il faut du temps. Il faut vraiment apprendre à découvrir et à ce que les patientes aient confiance de nous exprimer un peu tous ces éléments-là. Moi, je les trouve passionnantes à chaque fois. C'est vrai que si je me souviens, je me souviens de toutes les situations que j'ai rencontrées depuis que j'ai commencé, je crois qu'elles me marquent toutes. Herzstöne, battement de cœur. Le podcast de la Fédération suisse des sages-femmes.